Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Derrière l'apparente fermeté du discours officiel, l'actualité récente dessine un tout autre tableau. Celui d'un pouvoir algérien sur la défensive, contraint de reculer, de justifier et parfois même de se contredire. Trois séquences en apparence distinctes racontent en réalité une même histoire, celle d'un régime qui peine à maintenir le contrôle de son récit. La dernière en date est révélatrice, la loi criminalisant la colonisation française, présentée comme un acte de souveraineté mémorielle fort, a été vidée d'une partie de sa substance par le Conseil de la Nation. Les réserves émises sur 13 articles, notamment sur les demandes d'excuses et de réparation, sonnent comme un aveu de gêne, sinon de recul stratégique. Ce qui devait être un texte offensif se transforme en compromis prudent. Un revers politique, mais surtout symbolique. Le pouvoir veut instrumentaliser la mémoire, sans en assumer pleinement les conséquences diplomatiques et politiques. Cette hésitation se retrouve dans la gestion de l'image du pays à l'international. La diffusion de l'émission Complément d'enquête sur France 2 consacrée aux rumeurs et coups tordus dans la relation franco-algérienne a provoqué une réaction épidermique d'Alger. La PS crie à la désinformation. Le chargé d'affaires français est convoqué. Le temps monte. Mais cette offensive verbale cache mal une nervosité croissante en s'attaquant au messager plutôt qu'au fond, le pouvoir donne l'impression de redouter le débat plus qu'il ne le maîtrise. Enfin, la séquence la plus troublante est sans doute interne. La sortie de Boualem Boualem, directeur de cabinet de la présidence, pour justifier l'absence du général Chengriha lors du Conseil des ministres du 28 décembre, soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Pourquoi une telle mise au point? Pourquoi maintenant, à travers cette communication inhabituelle, le sommet de l'État laisse entrevoir des tensions au sein du sérail, alors même où une révision technique de la Constitution est évoquée? Là encore, le pouvoir parle, mais ce qu'il dit trahit surtout ce qu'il cherche à cacher. Pris ensemble, ces épisodes dessinent les contours d'un régime qui tente de verrouiller l'espace politique, juridique et médiatique, tout en révélant ses propres fissures. Loi contestée, mémoire instrumentalisée, communication défensive, rumeurs persistantes au sommet. L'Algérie officielle semble engagée dans une course contre le temps, entre volonté de contrôle et perte progressive de crédibilité. Le paradoxe est là. Plus le pouvoir se veut fort, plus ses réactions donnent à voir ses fragilités. Et dans ce jeu de faux semblants, ce n'est ni la France, ni les médias étrangers, ni même les oppositions internes qui fragilisent le régime, mais bien son incapacité à assumer clairement ses choix et à faire confiance à l'intelligence politique de la société algérienne. Nous en débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Rétro-info de la semaine, comme chaque dimanche, et j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Merci, c'est Nasser pour l'invitation. Bienvenue, c'est Adel et notre invité du Canada, je ne me rappelle pas du nom, désolé. Et bienvenue à tout le monde. Djihad Halimi qui est avec nous aussi, depuis Halimi, Montréal. voilà. Voilà. Halimi, Donc, il bienvenue. n'est pas très loin de chez vous, Hamid Lellou. Donc, Djihad J'espère, Halimi, que vous avez... Anam. j'espère que ça va, la neige, pas trop. Vous êtes habitué au Canada, donc, C'est c'est vrai, c'est vrai. J'espère qu'il est bien au chaud, notre ami Djihad Halimi. Marhaba bik, c'est Djihad. Je rappelle que vous êtes militant politique. Vous êtes avec nous donc depuis Montréal.
via Skype. Djihad Halimi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Très bonsoir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Yatik Saha, marhaba bik. Et on a aussi le plaisir d'avoir avec nous, vous l'avez aperçu, Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous par contre depuis Londres, où il ne fait pas très très froid. Ça va. On ne va pas se plaindre comme on dit. Adel Khalef, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me réjouit d'être parmi vous. Salutations à mon ami Hamid et Djihad aussi. Tout en espérant que le sujet de ce soir ne fera pas que ça soit de la neige qui fond au soleil. Très bien. Ok, donc on va commencer, bien sûr, on va revenir sur toutes les questions que j'ai mentionnées dans mon introduction. La loi donc criminalisant la colonisation française adoptée avec des réserves concernant les excuses et les réparations réclamées, le Conseil de la Nation adopté. Donc jeudi passé, c'est des réserves sur les articles les plus clivants du texte voté à la fin de décembre 2025 par les députés, en particulier donc les demandes d'excuses et de réparation dues par l'ancien pays colonisateur. Des réserves, on parle sur des réserves sur 13 articles. Et vous êtes en train d'apercevoir sur votre écran ce titre de TV5 Monde Info, Algérie, la loi criminalisant la colonisation française, adoptée, mais avec des réserves par le Sénat. Un autre titre aussi, par rapport donc à ce thème, Le Monde, le journal Le Monde, est revenu sur cette question. L'Algérie recule sur le projet de loi visant à criminaliser la colonisation française, a titré donc le journal Le Monde. Voilà. On va revenir donc à ce thème avec nos invités. Et bien sûr, d'abord, on va regarder ces images. Ces images, donc, l'Hassan Zridi, Jish Shab, et on se rappelle très bien de ces images au Parlement donc, algérien quand cette loi a été votée donc, par l'APN. On regarde Number 6, nos amis de la régie, si c'est possible. Soundbite 6. Donc on regarde ces images et je reviens juste après à nos invités. نصر العباد، نصر قائدنا، نصر جيشنا، نصر أبطالنا. إنها رسالة توحدنا في الأخوة والتعاضد والتكامل مع فرسان جيشنا، قيادة وأفرادا حراس حدودنا، بحومات وطننا الذين يذودون عنا ونحن في أمن واستقرار وأمان. فللجيش كل التحية، فللجيش الوطني الشعبي كل التحية. Voilà, on se rappelle très très bien de ces images avec le slogan « Jish Shab Khawa Khawa » après le vote donc de la loi criminalisant donc la colonisation française. Mais par contre, on a vu ce qui s'est passé après. Il y a eu ce revers, 13 articles, donc des réserves sur 13 articles. Beaucoup d'observateurs ont parlé que cette loi a été donc vidée de sa substance. Pourquoi donc on a fait passer cette loi ? On va écouter ce sénateur qui explique la cause des modifications de la loi criminalisant donc la colonisation française. السيد رئيس مجلس الأمة، السيدات والسادة الحضور، ما يجعل قانون التجريم الاستعماري الفرنسي يندرج في سياق تكريس الموقف السيادي للدولة الجزائرية في ملف الذاكرة الوطنية التزاما قانوني ومؤسسات واضح لا غبار عليه، حيث أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في خطابيه الموجهين للبرلمان بغرفته خلال سنتي 2024 و2025 بأن الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري دون المطالبة بالتعويض أو الاعتذار، لأن دم شهدائنا لا يقدر بثمن، فإن قطرة دم من شهدائنا لا تقدر بثمن.
Voilà. Je vais commencer avec vous, Hamid Lellou. J'aimerais avoir votre réaction, bien sûr, après ces réserves sur 13 articles concernant cette loi criminalisant la colonisation française qui a été adoptée. Beaucoup d'observateurs parlent que ces réserves concernant 13 articles, cette loi n'a plus de substance. Cette loi, beaucoup se posent la question pourquoi elle a été soulevée, pourquoi elle a été votée. Est-ce qu'il y a eu un revers euh, concernant donc le vote de cette loi, d'après vous? Tout d'abord, comme tout Algérien qui se respecte, qui aime son pays et qui voudrait que les choses avancent dans le bon sens, particulièrement avec les relations algéro-françaises, bien sûr, nous sommes pour la criminalisation du colonialisme. Nous sommes pour les indemnités. Nous sommes pour des excuses officielles de l'État français. Nous Hmm. sommes aussi pour le nettoyage de tous du désastre et des dégâts environnementaux qui ont été causés lors de ces événements des essais nucléaires, par exemple. Nous sommes pour tout ça. Mais rappelez-vous, Monsieur Nasser, nous avions parlé. Regardez, l'histoire, vous savez, la vérité, elle ressort tout le temps. Regardez les émissions que vous avez faites, en particulier celle à laquelle j'avais participé, et peut-être Monsieur Adel aussi avait fait partie. On avait dit que le régime algérien n'est pas capable de défendre les intérêts de l'Algérie. C'est ça le danger pour l'Algérie future. L'Algérie actuellement, avec ce régime, n'a pas les moyens de défendre les intérêts de l'Algérie. Attendant que l'Algérie soit mise sur ses pieds, attendant que l'Algérie se libère, et à ce moment-là, nous aurons tous les atouts pour qu'on puisse défendre les intérêts de l'Algérie. C'est pour ça que, à l'époque, il y a quelques mois, j'ai dit que moi, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas d'accord parce que je sais que ce régime n'est pas capable. Et j'aurais aimé que vous retrouviez les archives parce que c'est assez récent. Et voilà, nous sommes dans cette situation où il y a un rétropédalage. L'article de Le Monde que vous avez Hmm. mentionné, c'est bien L'Algérie l'article qui vient recule de... sur le projet de loi visant à criminaliser la colonisation française, a titré donc le journal Le Monde. Oui, et j'aimerais bien que vous montriez aussi le début de l'article où il se pose des questions. Est-ce qu'il s'agit d'ajustement, rétropédalage ou Hmm. bien volonté d'apaisement? Ce sont ces questions qui sont, je trouve, elles sont très objectives et moi, je me poserai plus de questions. Reculade, comme vous l'avez dit, un revers. Il y a toutes ces questions. Et les réponses, nous les avons. Si, vous savez, en étant honnête avec soi-même, tout Algérien connaît ce régime algérien, connaît à quel point il ne défend pas les intérêts de l'Algérie. Et enfin, je passerai la parole à vos invités. Moi, ma lecture telle que je connais, parce qu'il faut revenir un petit peu en arrière et essayer d'identifier la nature de ce régime de police politique que nous avons en Algérie. À une époque, quand ils ont lancé ce projet de criminalisation, tout le monde a applaudi, y compris nous-mêmes. Mais nous savions pertinemment que le régime algérien est constitué d'un groupe d'influence ou des sphères d'influence. Et ces influences, elles sont malheureusement pro-étrangères. Elles peuvent être pro-françaises, pro-américaines, pro-russes, pro-d'autres nations. Et à l'époque, c'est peut-être les pro-français qui perdaient un petit peu le terrain et maintenant ils en ont repris une partie. Et plus tard, on va certainement élaborer sur la discussion et on va parler à quel point, en dépit de tout ça, les relations entre l'Algérie et la France, elles sont tellement étroites qu'ils ne peuvent pas être bousculées, particulièrement au niveau des relations de coopération sécuritaire et militaire.
Très bien, restez avec nous, Hamid Lellou. Djihad Halimi, qu'est-ce que vous en pensez? Hamid Lellou parle de rétro-pédalage concernant donc cette loi criminalisant la colonisation française. Et bien sûr, on parle de des réserves sur 13 articles, dont des excuses et la question aussi des réparations. Et beaucoup d'observateurs et d'Algériens, comme l'a mentionné Hamid Lellou, pensent que cette loi était vidée de sa substance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Algérie a les moyens de sa politique? La question a été posée même par Hamid Lellou. Djihad Halimi. C'est une très bonne question, mais tout d'abord, j'aimerais bien dire que cette loi-là, ce projet de loi-là, c'est ce qu'on appelle ici un pétard mouillé, ou d'argent, on dit baroud al-rasi. Ça fait pas mal, ça fait juste du bruit. Donc, quand on est parent, à titre d'exemple, puis quand on a des adolescents, puis on veut comprendre comment être un meilleur parent, il y a une consigne qu'on l'écrit très clairement. Si vous n'êtes pas capable d'appliquer une consigne, ne la dites pas, parce que sinon vous allez devenir mou, vous ne serez pas respecté, vous n'aurez pas de la crédibilité aux yeux de vos enfants. Ça, c'est juste au sein d'une famille. Donc, le problème avec ce projet de loi-là, c'est qu'on n'a pas les mécanismes de faire appliquer ces composantes de cette loi. Moi, je suis d'accord avec le sénateur qui a dit que les sacrifices des Algériens n'ont pas de prix. Je fais partie de ce groupe-là, mais je sais qu'ils l'ont fait sur 2 étapes. Au Parlement, pour dire au peuple, écoutez, là, cette loi-là, ça va être le lion qui va protéger les souffrances de nos ancêtres. Et là, quand ça se rend au Sénat, on va enlever à ce lion-là les dents et les griffes. Donc, c'est ça, on essaye de jouer côté local. Vous avez vu le festival qu'ils ont fait lors de la déclaration de ce projet de loi au Parlement. Ils ont fait en sorte que ça soit vraiment comme l'entrée des musulmans à la Mecque. Là. C'est comme ils l'ont. On a vu même Djihad Halimi des députés faire yani soujoud. On a vu des députés faire soujoud comme étant, donc, comme vous l'avez dit, cette loi. C'était donc on dirait qu'on a ouvert donc fatahna Mecca comme ils disent. Effectivement. Puis malheureusement, il y a une seule expression et c'est B'darja. Je sais que c'est une émission en français, mais je donc vraiment, ils étaient tous embarqués. On sait très très bien que notre Parlement, là, c'est un appareil qui n'a pas beaucoup de prérogatives. On lui dit fait, puis on lui présente des lois, il suggère des amendements. Ces amendements-là sont jetés la plupart du temps à la poubelle, puis c'est correct, ça marche. Mais ce jour-là, les députés, ils ont réellement cru qu'ils ont les prérogatives nécessaires pour parler au nom du peuple algérien. Mais finalement, on voit très très bien que dans cette parodie-là, le régime dit toujours son dernier mot. Très bien. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, donc, vous étiez invité, Adel Khalef, pour parler de cette tension qu'il y a entre Alger et Paris. Et bien sûr, on en a fait aussi des émissions concernant donc cette loi criminalisant la colonisation française. Comment vous la trouvez-vous, Adel Khalef? Est-ce qu'on parle d'un rétropédalage? Est-ce qu'on parle que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique? On a vu bien sûr les slogans dans l'enceinte du Parlement, des députés scandaient dit Sha'b Khawa Khawa, après donc que cette loi a été votée. Mais quand on parle de 13 articles qui ont été donc des réserves, on a émis des réserves sur 13 articles, presque la moitié des articles qui consiste donc cette loi, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de réparations. Quelle est votre lecture, Adel Khalef? Écoutez, je vais répondre à... Non mais, je peux plus me retenir, je suis désolé parce que l'expression Falfala. Oui, c'est extraordinaire. Notre ami
Hamid, naam, Djihad Halimi qui l'a. Alors, oui, mais c'est excellent, merci, merci à Djihad. Je suis vraiment désolé, excusez-moi, j'ai pas pu me... Allez. Merci, merci Djihad. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la neige du Canada lui a pas gelé son sens de l'humour. Alors, moi, écoutez, je sais pas, je vais être un peu plus simple. Alors, moi, j'ai entendu ce qui a été dit par-ci, par-là. Donc, moi, le seul petit problème que j'ai par rapport à cette histoire, c'est que, bon, cette histoire de rétropédalage, c'est ça qui m'inquiète un peu plus, en réalité. Parce que pourquoi? Quand on fait tout un boucan, tout un bruit, on est en train de crier sur tous les toits que nous, on va faire sortir cette loi, on va faire voter cette loi, on va faire passer cette loi, etc., concernant le machin. Parce qu'attention, celui qui a eu l'idée de lancer cette initiative, donc par rapport à la criminalisation de l'acte, comment dit-on, la criminalisation de la colonie par rapport au crime. Bon, d'abord, sincèrement, celui qui avait l'idée, il fallait l'avoir, ça fait déjà longtemps. Si c'était vraiment l'idée d'attaquer la France, moi je pense que si le président de la République, mais bon, je ne sais pas quel agenda il avait, mais pour moi personnellement, sortir une telle loi, je pense que c'est légitime, c'est bien. Moi je suis preneur, je suis complètement preneur, je suis actionnaire de cette loi. Mais bon, il fallait la sortir quand il s'est installé au pouvoir. Il ne fallait pas la sortir maintenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Parce qu'avant, les relations avec la France étaient bonnes. Et puis du coup, quand les relations avec la France sont plus bonnes parce qu'il y a cette histoire du Sahara occidental, du coup, on a un problème avec la criminalisation de la colonie, etc. Donc avant l'histoire du Sahara occidental, il n'y avait pas de problème avec la criminalisation. Et puis après, il y a le problème de la criminalisation. Donc vous voyez, il y a le problème de leur agenda, je lui trouve pas beaucoup de rationalité. Bon, c'est-à-dire, vous savez, un boulet quand il sort, un pistolet, un bullet, quand ça sort du pistolet, il ne peut plus revenir. Bon. Quand vous sortez une loi pareille, et quand vous l'annoncez en grande pompe, parce qu'attention, ils ont bien sorti le torse, bien pompé le torse avec la loi, etc. Nous, on est forts, nous, on fait les lois style un peu à la Rambo, etc. C'est bien. Mais je trouve que c'est un très grand manque de respect par rapport à l'histoire de l'Algérie, par rapport à nos chouhada, Allah yarhamhum wa yusi alayhum bi alf rahma. Allah yarhamhum bi alf rahma, le chouhada ta'ana li matou. Quand on est debout sur ses bottes et quand on sort une loi pareille, avec des articles pareils, avec une décision, une détermination pareille, monsieur, on ne fait pas de rétropédalage. On reste sur ses lignes, on reste sur sa position. C'est ça, un chef d'État qui tape du poing sur la table. Mais voilà. Donc on rétropédale parce que du coup, Chouhada Ta'ana ne mérite plus les compensations, on ne mérite plus les dédommagements, on mérite juste la reconnaissance. Dans ce cas-là, il fallait simplement dire que nous voulons une reconnaissance. S'ils avaient de la finesse politique et diplomatique, bon, d'abord, comme je l'ai toujours signalé sur les ondes de votre chaîne, s'ils avaient de la finesse diplomatique, ils nous auraient déjà le canon Baba Merzoug qui est au port de Brest et puis récupérer les crânes des défunts algériens qui sont exposés au musée de l'homme à Paris. Donc on n'est pas capable d'avoir la dimension diplomatique pour récupérer ça, parce que ça c'est vraiment de la grandeur diplomatique. Mais comme la diplomatie aujourd'hui, ce n'est pas du tout leur métier, donc on se contente de faire le beau, de bonder le torse et de sortir le torse, etc., de faire tout un beau comportement. Parce que vous savez, cette histoire avec la France, franchement, c'est une tempête dans un verre d'eau. La preuve et les symptômes ont fait un rétropédalage. Moi, je suis outré, je suis dégoûté, parce que au nom de nos martyrs, au nom de notre histoire, au nom des crimes qui ont été commis, si j'étais président de la République, l'Chabi, l'Asli, ou Tarikh Ta'i, je ne fais pas de rétropédalage. Et donc, je m'arrête à ce point. Très bien. Restez avec Hamid Lellou. Est-ce que, quand on parle de rétropédalage concernant donc cette loi criminalisant
la colonisation française. Mais si, par exemple, du regard du pouvoir algérien, on est dans une situation plutôt d'apaisement, de relations avec la France. Donc, on est dans cette action. C'est pour ça qu'il y a eu donc réserve sur 13 articles. Est-ce que vous pensez que l'Algérie veut apaiser la relation avec la France donc, avec ses réserves sur 13 articles sur cette loi? Est-ce que vous pensez que peut-être c'est ça la raison, ou plutôt une faiblesse de la diplomatie algérienne? Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Len? Apaisement, j'aimerais bien, mais il faut que ça reste gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous gagnez quand vous faites apaisement? Apaisement se fait quand vous êtes en position de force, quand vous avez cette grandeur, comme Adel parlait de l'histoire, des principes et rester debout face aux défis. Vous pouvez avoir des apaisements, mais il y a aussi des principes fondamentaux qui concernent une nation, son histoire, son identité, qui sont non négociables. Et la France, de son côté, elle a ces principes-là vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de ce qu'elle a vécu pendant les guerres européennes. On fait la même chose. Mais souvenez-vous, quand on avait cette émission, j'avais dit que vous ne pouvez pas euh, vous frotter ou confronter une nation aussi grande que la France, parce qu'il faut le reconnaître, hein, on parle d'un grand pays contre un petit pays comme l'Algérie, malheureusement. Je ne parle pas de la taille, mais de la substance dont vous parliez. Il faut revenir à l'histoire. Moi, j'ai envie de faire cette analyse, de faire une lecture diplomatique en utilisant deux cadres. Cadre historique et le cadre de ce qu'on appelle contexte et prétexte. Alors, contexte et prétexte, c'est de se dire, pour que je puisse travailler sur une loi algérienne criminalisant le colonialisme français, il faut savoir que dans le monde, on a eu plusieurs colonialismes. Il y avait le français, le britannique, l'allemand, l'italien, etc. Il fallait l'approcher du point de vue international, parce que cette approche internationale au niveau des institutions, ne serait-ce que l'Afrique, à un moment donné, ils avaient parlé de ça, ça aurait été la bonne approche. C'est de travailler sur une loi internationale parce que on sait que les lois internationales ont le dessus sur les lois nationales, surtout quand il s'agit de relations bilatérales ou multilatérales entre les pays. À ce moment-là, si vous faites du lobbying pour que la communauté internationale vote ou crée une loi internationale criminalisant le colonialisme de manière générale, qu'il soit français ou autre, et à ce moment-là, vous vous basez sur cette loi internationale pour travailler dans le contexte algéro-français. Ça, c'est d'un. Maintenant, pourquoi je dis ça? On a une preuve. La preuve, elle est là. On l'a vécu il y a 70 ans, en 54, de 54 à 62. Du point de vue tactique, la France, elle a dominé l'Algérie. C'était l'une des trois premières puissances mondiales. Donc, les Moudjahidines, avec leurs carabines et des chars et je ne sais pas quoi, ils ne pouvaient pas les battre. Qu'est-ce qui a fait basculer? Ça n'enlève en rien le mérite, le courage des Chouhada et des Moudjahidines. Absolument pas. Mais le point international, l'internationalisation de la cause algérienne, de la guerre d'indépendance, c'est ça qui avait fait basculer la situation en faveur de l'Algérie. C'est tout ce lobbyisme au niveau des institutions internationales, au niveau de la Russie, de la Chine, même des États-Unis. C'est ça qui avait fait fléchir la France. Et c'est grâce à cette internationalisation. Et c'est de la même manière, si on internationalise la criminalisation du colonialisme, à ce moment-là, vous allez réussir. Il faut apprendre. Il faut apprendre de l'histoire. Donc, l'internationalisation du colonialisme, on peut aussi internationaliser la criminalisation de ce même colonialisme. Et enfin, mon troisième point, c'est la chose dont parlait M. Halimi, c'est les symboles. Les symboles sont très, très importants. Le folklore qu'on a fait avec
comme si les drapeaux algériens, on les sort quand on veut faire semblant de montrer le nationalisme dans les stades de foot ou dans le Parlement parce qu'on vote une pseudo-loi qui va faire changer les choses. Le symbole, il est grave. Vous savez où il est le grave, le symbole? Cette bâtisse dans laquelle ils se font soi-disant voter les lois, le Parlement et le Sénat. Qui a construit ces bâtisses? C'est très important ça. Je ne dis pas qu'il faut les démolir, mais quand vous avez des institutions de l'État, en plus de ça, des institutions régaliennes qui sont hébergées dans des bâtisses construites par le colon, j'arrête là, sans commentaire. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Djihad Halimi, j'aimerais d'abord vous poser la question d'abord sur, on va revenir un peu sur cette émission du complément d'enquête qui a été diffusée par France 2 et qui a fait réagir donc Alger. Et là, on se pose la question. D'un côté, on est en train de discuter cette question donc de loi criminalisant donc la colonisation française. Il y a eu des réserves donc sur 13 articles, pas d'excuses, pas des réparations. Beaucoup d'observateurs, on a entendu ce sénateur aussi parler, dire que on n'oubliera jamais donc le sacrifice des chouhada. Rabbi yarhamhum, on est là pour défendre donc leur legs. Mais la question qui se pose, c'est que d'un côté, on est en train d'apaiser, donc du côté algérien, on a pris donc ces réserves sur 13 articles comme un acte d'apaisement concernant la relation algéro-française, mais de l'autre côté, on a donc diffusé cette émission de complément d'enquête qui a un peu, si on peut dire, réagi donc, faire réagir les autorités algériennes par le ministère des Affaires étrangères, donc, qui a convoqué le chargé d'affaires français, mais aussi une dépêche de l'APS qui était vraiment, on peut dire, choquante dans sa façon donc de traiter du sujet. On va d'abord passer quelques titres de journaux, TSA, sur le thème Algérie-France, retour à la case départ après l'émission complément d'enquête, attitré donc TSA. Le Nouvel Obs, magazine d'actualité française, Alger s'en prend. Alger s'en prend à l'émission complément d'enquête sur les relations entre la France et l'Algérie. Et on termine avec ce titre, Le Figaro, journal français, donc le chargé d'affaires français à Alger convoqué après un complément d'enquête sur la crise franco-algérienne. On va écouter donc ce petit reportage de Canal Algérie qui critique donc l'émission complément d'enquête de France 2. En diffusant un documentaire sur l'Algérie, France 2, une télévision publique, commet une dérive et contribue à exacerber les tensions entre Alger et Paris. Taper sur l'Algérie est devenu monnaie courante. À chaque crise politique, sociale ou identitaire, les médias français adoptent un narratif biaisé et une rhétorique hostile à l'Algérie. En témoigne ce documentaire, ou plutôt ce réquisitoire, loin d'être conforme aux règles déontologiques de base, d'autant que les faits ne peuvent être remplacés par des productions médiatiques orientées ou par des discours construits autour d'intervenants disqualifiés par leur manque de rigueur. Les médias français devraient davantage se pencher sur les crises internes que traverse leur pays. À l'instar du dysfonctionnement du système judiciaire français, des blocages institutionnels qui affectent le fonctionnement du Parlement et les conditions ayant permis à l'extrême droite de passer d'une position marginale à une influence directe des sphères de décision politique et médiatique. Mais certains médias français choisissent de déplacer le débat vers l'extérieur en multipliant les controverses internationales et en désignant des adversaires à l'extérieur. Cette dérive s'ajoute aux critiques visant certains acteurs médiatiques accusés de privilégier la prise de position idéologique au détriment de la valeur informative, confirmant que certaines chaînes françaises s'éloignent de leur mission d'information pour s'inscrire dans une logique de confrontation et de répétition sans apport journalistique ou factuel réel. Voilà, donc comme je l'ai mentionné, que le ministère des Affaires étrangères algérien donc, a convoqué le chargé d'affaires français.
Et on regarde le communiqué. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger est reçu hier au siège du ministère des Affaires étrangères, consécutivement à la diffusion par la chaîne publique France 2 de ce qui est abusivement présenté comme un documentaire, mais qui n'est en réalité qu'un tissu de contre-vérités profondément enfonçantes et inutilement provocatrices. Il a été fait observer aux diplomates français l'extrême gravité de ce qui suit. Premièrement, la responsabilité d'une chaîne de services publics français dans cette véritable agression contre l'État algérien, ses institutions et ses symboles. Une agression que cette chaîne publique ne se serait jamais autorisée sans la complicité ou à tout le moins l'assignement de sa tutelle publique. Deuxièmement, contrairement à toutes les pratiques et coutumes diplomatiques, la contribution de l'ambassade de France à Alger et celle de l'ambassadeur personnellement à l'animation de cette campagne outrageante menée par cette chaîne publique renforce le sentiment que celle-ci a bénéficié d'une autorisation de service officiel français. Troisièmement, l'agissement de la chaîne française en cause représente une nouvelle étape dans l'escalade des menées anti-algériennes que des milieux officiels français entièrement à des fins de maintien des relations algéro-françaises dans un état de crise permanent. Quatrièmement, le gouvernement algérien condamne avec une extrême vigueur l'émission en cause et la teneur inqualifiable des accusations et des offenses qu'elle véhicule à propos de l'État algérien et de ses institutions. De même, le gouvernement algérien exprime sa très forte désapprobation de l'implication de l'ambassadeur de France à Alger dans la commission d'actes manifestement contraires à l'exercice de sa mission telle que codifiée par les lois et consacrée par les coutumes internationales. Enfin, il a été notifié aux diplomates français que le gouvernement algérien se réserve le droit de donner toutes les suites qu'appelle la gravité de telles agressions. Voilà, donc l'APS aussi, mais ça touche, l'APS a titré dans sa dépêche quand le service public français abdique chronique d'une indigence médiatique. France Télévisions, censée incarner la rigueur, adopte les thèses de l'extrême droite et offre une fois de plus une tribune privilégiée à ceux qui ont fait de la haine de l'Algérie leur cheval de bataille, leur marque personnelle, leur business idéologique de caniveau. L'obsession algérienne d'une frange de la classe politique française a atteint des sommets du ridicule. Il se cristallise autour d'un ex-faux diplomate français, un agité atteint d'une véritable pathologie obsessionnelle nommée Algérie. Cet homme sale n'a cessé durant ses 2 mandats dans ce pays de tenter de fragiliser et de plonger le pays dans le chaos, a écrit donc l'APS. Djihad Halimi, retour donc à la case départ, si on peut dire, concernant cette crise qu'il y a entre Alger et Paris, malgré donc ces réserves concernant cette loi criminalisant donc la colonisation française. Quelle est votre lecture par rapport à cette question? Avant d'aborder cette question, si vous me permettez, Roya Nasser, j'aimerais bien revenir sur un point extrêmement important. C'est relevé par c'est Hamid. C'est que le colonialisme, on n'est pas les seules victimes. Puis pour agir réellement en profondeur, pas en superficiel, c'est que il faut rassembler toutes les victimes. C'est faire un congrès international pour dénoncer le colonialisme. Il faut pas agir seul. Quand on agit seul, on est faible. Quand on agit en groupe, on peut partager les risques et partager les bénéfices aussi. Donc, encore une fois, c'est toujours la même stratégie. On essaye de superficiellement faire semblant de s'attaquer à un problème, alors que si on veut s'attaquer à ce problème-là, il y a d'autres outils qui sont efficaces. Puis je pense que le projet vaut la peine d'être pris. Maintenant, concernant les relations algériennes-françaises, c'est des relations qui sont exploitées des 2 rives de la Méditerranée. Elles sont exploitées par l'extrême droite en France, pour avoir une certaine popularité, puis sont exploités de notre côté parce que notre régime, à défaut d'avoir la légitimité populaire qui émane des suffrages universels, il essaie d'exploiter cette question-là de la haine envers la France. Ce qui me désarme, c'est que nous, en tant qu'Algériens, notre régime, il tient
la télévision publique française a un certain niveau de déontologie qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Notre télévision publique, elle lance des menaces à des pays voisins, à des peuples voisins. Elle offusque des peuples voisins quotidiennement. Elle est utilisée, notre télévision publique, pour diaboliser une partie du peuple algérien. Donc, ils demandent à la télévision française de respecter une certaine déontologie que eux autres, ils ne la respectent pas du tout. Et ça fait partie des contradictions de notre régime. Maintenant, il y a des fois des signes d'apaisement, des fois des tensions. Ça montre qu'il y a un manque de stratégie. Mais encore une fois, on peut contrôler ce qui se passe en Algérie, mais encore une fois, cette question, elle est exploitée aussi du côté français. Du côté français, pardon. Et c'est ça. Personnellement, j'ai pas vu ce reportage-là de la chaîne française, mais j'ai entendu quelques réactions, entre autres celle de Double Canon, où est-ce qu'il disait que le reportage, à la base, il discutait des problèmes français et ils ont cité l'Algérie juste à titre d'exemple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Très bien. Merci Djihad Halimi. Adel Khalef, quelle est votre réaction? Parce que on a vu ce reportage, bien sûr, ou cette émission complément d'enquête sur les relations algéro-françaises. Beaucoup d'observateurs ont vu qu'il y a eu un certain équilibre dans l'émission. On a parlé de, par exemple, Shamseddine Hafiz, le recteur de la mosquée de Paris, qui a parlé des relations entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, mais aussi l'affaire Amir DZ. On va regarder ces images concernant donc l'affaire Amir DZ, dont on parle donc d'un possible kidnapping en la personne donc de Amir DZ. On regarde ces images. Ce 29 avril 2024, il est bientôt minuit quand il s'apprête à rejoindre son domicile, quelque part en banlieue parisienne. Soudain, il est stoppé net sur son trajet. Vous voyez où il y a la voiture rouge, il y avait une voiture noire. Elle est sortie de son stationnement, elle m'a bloqué directement la route, elle m'a fermé la route, je peux pas continuer. Il y avait un gyrophare sur la droite. 4 hommes descendus de la voiture, portant un brassard orange de police. Ils m'ont demandé d'éteindre la voiture. Moi, j'ai décidé contrôle papier. Alors, il m'a dit qu'on va aller au commissariat. Il y a l'officier de l'APJ qui t'attend. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Moi, j'ai pensé que c'est des vrais policiers. Comme je suis dans un pays de droit et tout ça, j'ai pas peur. Les kilomètres défilent, mais toujours pas de commissariat en vue. Celui qui se dit menacé par le pouvoir d'Alger comprend ce qui se joue. Il vient de tomber dans un guet-apens. Qu'est-ce que vous avez imaginé à ce moment-là? Le scénario le plus proche dans ma tête, c'est l'assassinat. On le force alors à prendre un puissant somnifère. Quand il ouvre les yeux, il est face à 2 nouvelles geôlières qui, selon lui, ne savent pas à qui elles ont affaire. Je me suis réveillé, j'ai trouvé 2 filles. J'ai demandé pourquoi je suis là, pourquoi vous me ramenez ici, qu'est-ce que je fais là. Alors j'ai demandé à la fille, je lui ai dit, est-ce que vous avez un téléphone? Dès qu'elle a tapé le nom Amir DZ, directement elle a tombé sur l'article du Le Monde. Le mot que je ne peux pas oublier, je ne l'oublierai jamais, elle a dit nous sommes dans la merde. Elle a dit nous sommes dans la merde parce que ce monsieur c'est un réfugié politique, c'est une affaire politique. Ça va aller loin, très loin. Voilà un extrait donc de cette émission complément d'enquête consacrée donc aux rumeurs et coups tordus dans la relation franco-algérienne. On va regarder aussi un autre extrait, parler des militants, militants politiques, militants opposants au pouvoir en Algérie. On regarde cet extrait. Qui sont tes amis les plus proches? Est-ce que vous sentez qu'ils sont récupérables? S'il te plaît, appelle-nous beaucoup plus sur l'organisation et les noms. Donc, elle n'a qu'à collaborer. Je vais te donner le papier. Tu vas le signer. Puis,
vient le moment de signer une lettre de repentance. Je m'engage à cesser toute activité subversive ou hostile susceptible de porter atteinte aux intérêts de mon pays, l'Algérie, à dévoiler tous les noms et plans de mon mouvement, à collaborer avec les services de renseignement algériens. Je certifie n'avoir subi aucune sorte de pression. L'œil du 20h a contacté l'homme chargé d'approcher les opposants. L'Algérie a initié une procédure pour tout Algérien égaré qui veut rentrer à son pays. Mais ça veut dire quoi, égaré? Un Algérien qui se considère algérien et il est aux côtés de son pays et ils vont défendre l'Algérie face à la France. Voilà. Adel Khalef, retour à la case départ concernant donc cette crise qui est entre Alger et Paris. On a vu la réaction du ministère des Affaires étrangères qui a convoqué le chargé d'affaires français, mais aussi l'APS qui a chargé aussi la chaîne France 2 et cette émission. Comment peut-on lire le timing de cette émission mais aussi le contenu, Adel Khalef? Ok. Alors, je vais essayer d'expliquer d'une façon courte et concise les différentes étapes selon les étapes de votre question. Donc, j'essaie d'aller dans un modus operandi sélectif et séquentiel. Donc maintenant, nous parlons d'abord de cette émission. Alors, personnellement, comme je l'ai déjà déclaré sur les ondes de votre chaîne, je trouve que cette émission arrive à un moment un peu bizarre, étrange, irrespectueux. Pourquoi ? Nous savons très bien, parce que là je vais parler du côté France, hein, après je passe très rapidement au côté algérien, et je céderai la parole à nos chers amis invités. D'abord, le timing, le rythme de cette émission. Il arrive à un moment où cette affaire en France, au niveau du parquet antiterroriste, se trouve toujours en instruction. Donc, je ne comprends pas comment une chaîne est de surcroît publique en France, qui est dans un état de droit, parce que la France est un état de droit, un état où la justice est au-dessus de tout le monde et au-dessus de tout. La chaîne publique française, donc, lance une enquête, une émission, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, dont le contenu est extrêmement sensible, qui a un impact directement sur la situation diplomatique entre les deux nations. Donc, la chaîne publique française, vous savez qu'il y a un conseil d'administration dans une chaîne de télévision. Un conseil d'administration est composé de membres. Donc, les membres du conseil d'administration, ça doit être des investisseurs, et puis il y a l'État français à l'intérieur. Donc, si une émission aussi sensible que cela a été autorisée pendant que l'affaire est en cours d'instruction, et je rappelle qu'il n'y a pas encore eu de décision judiciaire de première instance, parce que même si c'était le cas, il faudrait qu'il y ait un appel, donc en l'occurrence de la personne ou de la personne physique ou morale. En l'occurrence ici, je pense que cette affaire au niveau du tribunal, au niveau du parquet antiterroriste de Paris, est contre l'État algérien. Je suppose, hein, si quelqu'un peut me corriger, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est contre l'État algérien. Donc, l'instruction est en cours et nous savons quelle est l'importance du secret de l'instruction. Donc, déjà, il faut se poser la question, comment se fait-il qu'il y aurait une source, X ou Y, qui aurait autorisé la chaîne publique à faire une telle émission qui contient des informations contenues dans l'instruction, toujours en cours, je répète, je signale, et qui a un impact directement sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Donc ça, c'est le premier point. Je trouve ça très étrange. Maintenant, le second point qui est extrêmement important, c'est qu'il n'y a même pas eu de décision judiciaire. S'il y avait une décision judiciaire, on aurait fait appel, donc en l'occurrence l'Algérie, et si on fait appel, ça part en cassation, et une fois qu'il y a une décision définitive, l'État algérien, éventuellement, à travers les médiocrissimes, imbéciles heureux, excusez-moi du terme, qui sont à l'APS, bon, bien sûr, de toute façon, c'est des exécutants des ordres, hein, parce que, excusez-moi du terme, je ne veux pas être méchant, mais c'est-à-dire, qui marque l'inspecteur Tahar Larhou, le bourricot de la classe au niveau de la communication de la présidence de la République qui a autorisé l'APS à sortir un tel communiqué, aurait dû attendre que d'abord le communiqué est sorti avant que l'émission ne soit donc online et émise. Elle n'a pas été diffusée.
Donc, ils se sont précipités, ils ont mis la charrue avant les bœufs, avec une bêtise dans la pulsion. Ils sont en train de courir dans tous les genres, dans tous les sens, comme des dégénérés, parce que ce sont des dégénérés. Et donc, voilà, ils n'ont pas respecté un peu. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de contrôle au niveau de la communication d'un président de la République, et encore moins au niveau de la PS. Voilà. Je suppose que, monsieur, vous étiez sur le point de vouloir dire une chose. Vous voulez mentionner un point? Parce que je vous ai entendu vouloir dire. Non, je vous laisse, Adel, je vous laisse continuer votre analyse. Très bien, merci. Donc, ça, c'est le côté donc, du côté français. Donc, je ne comprends pas comment, encore une fois, une émission pareille fait part d'une affaire judiciaire qui est en cours d'instruction. Donc, il y a une malfonction au niveau de l'administration française, puisse-t-elle être judiciaire ou politique. Maintenant, la bêtise, Tanik, انت علاش تشكي تعطي لهم المطرق باش يضربوك. On a Alger, regardez un peu l'incompétence. C'est-à-dire pendant que les grands de ce monde, ils sont à Davos, en train de négocier les grandes affaires géostratégiques, en train de négocier les affaires économiques à Davos. Je signale au passage que bien sûr nos ténors, les ténors bien sûr entre guillemets, les ténors que nous avons au pouvoir civil en Algérie aujourd'hui, ils ont pas pensé envoyer quelqu'un à Davos pour participer. On est là, on a fait Behdaïl. رانا في كما نقولوا احنا بزاف في السمير تبهدل الانترناسيونال مع une affaire sordide au niveau donc du tribunal antiterroriste. Regardez un peu cette enquête. Vous avez remarqué que le contenu de cette enquête, vous savez que les commanditaires ont utilisé des téléphones portables qui leur appartiennent. C'est-à-dire qu'il y a une telle incompétence dans les gens qui ont donné l'ordre. D'abord, la personne qui a donné l'ordre de cette enquête à Alger, Meskin, c'est quelqu'un qui n'a aucune dimension diplomatique, aucune dimension d'État, aucune... Nous sommes en train de s'attaquer à la France, nous sommes en train de s'attaquer à un pays qui a des services de renseignement puissants, nous sommes en train de s'attaquer à un pays de la communauté européenne avec qui présumément on aimerait améliorer les relations. Qu'est-ce qu'on fait? On donne des instructions à des hurluberlus, à des pieds nickelés qui vont engager une enquête, d'accord? Des bacs moins 25. Qu'est-ce qu'ils font? Pour faire des appels, les services de renseignement de contre-espionnage français, ils ont découvert que la carte SIM, excusez-moi du terme, il y a les bolécos de la classe. Une carte SIM, elle est connectée à un bornage, une antenne BTS, c'est-à-dire qu'avec le numéro de la carte SIM, on peut savoir qui a passé l'appel par rapport à telle personne. Donc on a su, ils ont découvert que ces gens-là travaillent au consulat d'Alger. Au moins, un peu intelligent, parce que nous savons que vous êtes des hurluberlus, intelligent, une puce, un mobile ou la FNAC ou avec le nom Michael Jackson et a fait un appel. Mais c'est des imbéciles, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bricolage, cet amateurisme? Donc ils se sont fait avoir comme des imbéciles heureux. Donc l'affaire maintenant a débarqué au niveau du tribunal et voilà où nous en sommes. Donc, vous voyez un peu le niveau de l'amateurisme. Est-ce que vous voyez un peu l'amateurisme? C'est consternant, c'est consternant. Et puis, bon, au final, aujourd'hui, nous sommes devant un autre problème. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et la France est un pays avec qui on aimerait éventuellement améliorer nos relations. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris côté espionnage, on n'a rien compris côté diplomatie, on n'a rien compris côté modus operandi. C'est-à-dire qu'il y a une telle médiocrité métastasée comme un cancer que quoi qu'ils fassent, ces gens-là, ils transforment un diamant en une vulgaire pierre. C'est impossible, cette incompétence. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. Bien sûr, je vais donner la parole aussi à Hamid Deloud de réagir sur cette question. Mais après une petite pause, restez avec nous puisqu'on va revenir un peu sur cette question, mais aussi sur cette révision technique, qu'on dit technique de la Constitution, et les derniers propos ou les déclarations du directeur de cabinet de la présidence, Boualem Boualem. Restez avec nous. On va revenir juste après cette petite